Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'automne. J'aime bien faire des piles à lire, je les respecte pas toujours, mais bon, c'est un petit peu le but du jeu. Alors vous verrez, c'est une pile à lire qui est différente de celle que j'avais préparée pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est une pile à lire qui est différente aussi de mes livres que j'ai reçus au mois de septembre ou au mois d'août. Voilà, j'ai repris des livres que j'avais dans ma bibliothèque, comme ça me permet aussi de vous les présenter. Alors j'ai quelques graphiques quand même dedans, et puis après il y a de la jeunesse et aussi des livres plus adultes. Je vais commencer par les beaux livres. Bon, il y en a deux, je me suis dit je ne pouvais pas passer à côté vu les thèmes. Le tout premier, c'est Les sorcières de Cécile Romy-Guerre, illustré par Benjamin Lacombe, chez Albin Michel Jeunesse. C'est leur collection Encyclopédie du Merveilleux. Ils en ont plusieurs comme ça. J'en ai plusieurs aussi parce qu'elles sont vraiment très très belles et j'adore. Et puis voilà, j'aime beaucoup les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc là, vous avez ici Baba Yaga par exemple. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, on va faire un petit tour en fait des différentes sorcières qui ont existé. Enfin, sorcières de légende, les femmes qui étaient appelées sorcières. Il va même y avoir une toute petite partie historique sur notamment ce qui s'est passé lors de l'Inquisition au Moyen-Âge contre les sorcières. Et voilà, c'est très intéressant. Il y avait même les monstres, les fétiches, vous avez même les matériaux des sorcières. Voilà, par exemple, cette sorcière-là, je ne la connais absolument pas. Donc ça permet de faire un tour d'horizon d'un peu tous les pays. J'aime beaucoup cette collection. Et dans la même collection, j'avais pris, toujours l'Encyclopédie du Merveilleux, les monstres. Alors là, c'est de Sébastien Pérez et de Stan Manoukian, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Alors c'est pareil, hein, c'est très bien fait. Voilà, vous avez le Kraken par exemple qui est juste magnifique. J'adore. C'est super beau. C'est Tulu. Alors, hein, le monstre le plus connu de Lovecraft. Le monstre du Loch Ness. Voilà. Alors, vous avez, alors, il y a un petit truc qui m'a un peu perturbée. J'ai l'impression que vous en avez déjà parlé. Je ne sais plus, peut-être, je ne sais plus. Il y a un truc qui m'a un peu perturbée au niveau de ce livre quand je l'ai refeuilleté. Parce qu'en fait, au début, il parle de monstres. Alors, c'est vrai que dans Les Sorcières, il parle de femmes voilà, qui étaient censées, qui ont vraiment existé, qu'on appelait des sorcières. Donc là, je pense qu'il a peut-être voulu faire pareil avec les monstres, sauf que ça m'a un petit peu gênée quand il met un personnage, enfin une personne qui a vraiment existé comme, voilà, comme Joseph Merrick, qui est autrement appelé Elephant Man, hein, donc qui est un homme qui a vraiment existé au 19e siècle, qui a été atteint d'une maladie, je ne sais plus son nom, mais une maladie qui vous déforme les traits, qui fait que vous avez des parties de votre visage qui gonflent. Et voilà, le mettre dans les monstres, je trouvais que c'était pas... Putain, le pauvre, c'était pas un monstre, quoi. Moi, monstre, j'entends vraiment voilà, de Dracula ou des choses comme ça, quoi. Bon, le monstre du Loch Ness, c'est un monstre, mais c'est un gentil monstre quand même, et voilà, plus du légendaire. Là, mettre... en plus, il a jamais fait de mal à personne, Joseph Merrick, c'était pas un assassin, ou il aurait pu être aussi un monstre, voilà, on pourrait mettre des gens comme Jack l'Éventreur dedans, par exemple. Là, ça m'a un petit peu gêné qu'ils mettent Joseph Merrick, parce que, voilà, quand on connaît un peu le parcours de cet homme, il n'a pas eu une belle vie, il a perdu sa mère assez jeune, donc il a dû se débrouiller tout seul, parce qu'apparemment sa mère l'aimait, hein, malgré ses déformations. En tout cas, à cette époque-là, on n'était pas très tendre avec les enfants qui avaient des différences. On avait tendance à les rejeter, à les abandonner, les laisser dans des orphelinats. Il a travaillé dans un cirque. Ensuite, il a été découvert par un médecin qui l'a introduit dans la bonne société, tout ça, dans la haute société. Et puis, il a fini ses jours dans une sorte d'hôpital, mais où il était bien traité. On ne sait pas trop d'ailleurs... En fait, le truc, c'est qu'il avait tellement de déformations sur le visage qu'il ne pouvait pas dormir allongé. Sinon, il se serait brisé le cou. Donc, il dormait toujours en position semi-assise et on l'a retrouvé un matin voilà, allongé. Et du coup, il avait le cou brisé. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il s'est dit, bon voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et j'arrête là? Ou est-ce que c'est un accident? Bon, ça reste assez mystérieux, mais voilà, moi j'ai vu le film Elephant Man qui montre effectivement que oui, il a une apparence monstrueuse, mais c'est un être humain, quoi. Et ce qui lui arrive est horrible. Il demande qu'à être aimé, à ce qu'on le regarde comme un être humain. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, dans ce livre-là. Alors après, il faut voir comment c'est montré. De la même façon, il a repris ce qu'on appelait les monstres de foire, notamment du cirque Barnum, du début
du XXe siècle aussi, fin 19e, début XXe siècle. Hein. Vous avez des frères siamois, les femmes à barbe, voilà, vous avez des gens qui sont atteints de déficience, qui n'ont pas eu une... vous avez des personnes de petite taille, et je pense qu'il a repris quand même pas mal de gens qu'on voit dans le film Freaks, en fait. Et c'est pareil, ça me gêne un peu, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas des monstres, c'est des gens qui ont une maladie, ou qui ont eu une maladie génétique à la naissance, enfin, dans le ventre de leur mère, et qui sont nés comme ça. Bon, après, il faut voir comment ils en parlent, s'ils en parlent en disant que, voilà, effectivement, c'est important de les reconnaître comme des êtres humains. Ok, mais j'avoue que sur le coup, en refeuilletant le livre, ça m'a posé quelques questions quand même. Je trouvais ça un petit peu étrange. Toujours dans les graphiques, j'ai pris celui-ci, j'en avais pas mal entendu parler. Les vies de Charlie. Alors, c'est de Garino et Toussaint aux éditions Dupuis. En fait, Charlie s'occupe, il travaille dans une société, je suppose qu'on est un peu dans le futur, qui s'occupe du corps des défunts et leur trouve une utilité. Je ne sais pas laquelle, ça me fait un peu peur. Mais bon, je sais pas trop laquelle. Jusqu'au jour où c'est un petit garçon, une petite fille. C'est un petit garçon qui lui demande qu'est-ce qui est devenu l'âme de sa maman. Et c'est une très belle question. Et Charlie se dit, bah oui, je m'occupe des corps, mais en fait, l'âme, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'il y a une âme? Et il va partir en quête, effectivement, des âmes des défunts. Alors, a priori, les dessins, voilà, j'avais hésité à le prendre, ce graphique, parce que les dessins, c'est pas ce que je préfère. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et le fait que ça parle de la vie, de la mort, je pense qu'on va aborder des thématiques, évidemment du deuil, mais aussi comment faire son deuil, et le fait que ceux qu'on a perdus, ceux qu'on aime, restent près de nous malgré le fait qu'ils aient disparu physiquement. Je pense que ça va aborder ces thèmes-là. J'aimerais bien, en tout cas, il y a une très très belle illustration, donc je vous en dirai les nouvelles. Et puis celui-ci, c'est plus jeunesse. Je vais regarder, je pense que je pourrais le faire lire à mes enfants. C'est le tome 1 du Monde des cancres, sous l'école. C'est aux éditions Dupuis. Alors c'est de Cuna, Barry et Phillips. Alors là, on est plus dans le genre de dessin que j'aime, hein, carrément. Hein, c'est... Vous avez une petite fiche d'identité des différents personnages. Voilà, moi, c'est le genre de dessin que j'aime. Alors, vous avez... Alors, oui, c'est fait beaucoup en image de synthèse. Moi, j'aime bien le style manga aussi. Après, j'aime bien de temps en temps, effectivement, lire aussi des BD d'un autre genre qui n'ont pas toujours cette image qui est presque trop lisse. Mais des fois, justement, ces illustrations servent à donner un exemple, à démontrer un propos plus intéressant. Ici, on va suivre... alors, comment s'appelle le personnage? Alors là, on va suivre Benjamin, qui est un véritable cancre, qui s'est encore fait, je crois, expulser de son école. Ses parents n'en peuvent plus, donc ils ont entendu parler du collège Saint-Joseph, qui apparemment reprendrait les cancres en main et en ferait de bons élèves. Donc, bien sûr, ils l'envoient là-bas, en internat en plus. Et puis, Benjamin va vite se rendre compte qu'il se passe des choses assez étranges dans cette école, notamment dans cette première partie, sous l'école, dans les caves de l'école. Voilà, donc ça a l'air, bon, ça se lit très bien, je pense, hein, ça a l'air très... Bon, le dessin est comme ça va se lire très vite. Et je pense que mes enfants pourront le lire, donc ça pourrait être sympa aussi. Alors ensuite, j'ai ressorti ces deux-là, je les avais achetés, je les ai pas encore lus non plus. C'est Ouki, qui est à la base est un webtoon qui a été sorti par les éditions Dupuis. Donc c'est de Myriam Bonastructure, c'est plusieurs noms, c'est Myriam Bonastructure. D'accord. Et elle est... si elle est française. Donc là, il y a le tome 1 et puis ici le tome 2. Alors vous savez que j'aime bien ce format, j'aime beaucoup les mangas, tout ça, mais j'aime bien le format webtoon parce que, voilà, c'est... Alors le lire dans l'autre sens, ça ne me dérange pas, mais les webtoons, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus grands, ils sont colorisés et franchement, au niveau du confort de lecture, ça apporte un gros plus. Et là, on va suivre Dany et Dorian, des jumeaux, qui font partie, sont des descendants d'une grande famille de sorciers. Et malheureusement, dès le premier jour où ils doivent rentrer dans leur... c'est un collège, je pense, enfin, dans l'école de magie, ils loupent leur bus et apparemment va s'en suivre une série d'aventures assez extraordinaires pour nos deux héros. Je trouvais ça très mignon. Je me dis que mes enfants pourront peut-être les lire aussi. Et même l'arrière est vraiment très beau. On trouve un dragon à chaque fois. Ça fait typiquement Halloween. J'adore.
Franchement, j'adore. Là, on est vraiment dans les couleurs d'Halloween. Donc, à voir. C'est pareil, j'essaierai de le lire assez rapidement. Guimauve en a parlé sur sa chaîne Twitch. C'est Les secrets de Wilson. Donc là, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas si le 3 est déjà sorti. Alors, c'est pareil, ça doit être un webtoon à la base. C'est écrit par 1002. Je ne sais pas trop. 1002, c'est chez Cotoon. Ouais, 1002, ça doit être le... Ouais, c'est bien le nom du... Donc ça s'écrit comme ça, 1002. Vous voyez, il y a... Mince, c'est là. Là, c'est avec un 2 ici. Et en fait, il y a... Comment? On va suivre Anna qui va devenir l'héritière de son grand-père qui est très très riche. Et, mais elle va devoir se rendre dans son manoir qu'on voit ici, assez mystérieux, avec une forêt mystérieuse, vous savez que j'adore ça, et elle va devoir résoudre des énigmes, donc je pense qu'elle va se retrouver un petit peu dans un endroit un peu suspect. Bon là c'est plutôt rigolo, là vous êtes en train de manger, et du coup ça me tentait bien, et je pourrais peut-être le lire aussi avec les enfants celui-ci. Celui-ci a plus des couleurs automnales, je trouve, on voit plus la couleur rose de l'héroïne. Voilà, à voir si c'est pas trop violent, parce que je viens de voir une petite image qui pourrait peut-être choquer. Celui-ci, j'avais craqué, j'avais fini par acheter le Harry Potter de chez Mina Lima. Voilà, je me suis dit, petit à petit, je vais compléter, enfin je vais commencer déjà et compléter ma collection de Harry Potter voilà, illustré par Mina Lima. Donc là c'est le tome 1, je ne l'ai même pas déballé, tellement j'ai peur de l'abîmer. C'est le tome 1 à l'école des sorciers, et je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Mina Lima ne travaille plus avec J.K. Rowling, et n'illustrera pas les prochains Harry Potter. Donc pour l'instant, ils n'en ont illustré que 3. Ils font que les 3 premiers. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que du coup Harry Potter va être illustré par une autre maison d'édition? J'en sais rien. C'est un peu comme, après il y a les Jim Kay aussi. Il y a Jim Kay qui a fait de nombreuses illustrations pour les Harry Potter. Mais c'est pareil, ça s'est arrêté à un moment aussi. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'illustrateur est décédé ou pour une autre raison? Je ne sais plus. Mais bref, je me dis, j'ai pas de chance, quoi. J'ai pas de chance. Mais tant pis. Et je me suis dit, j'espère que les 2 et 3, parce que je sais que ça a quand même un coût. Je vais pas les acheter tout de suite. Et j'espère que tout le monde va pas se ruer dessus et qu'on va pas les retrouver après. Voilà. C'est un petit peu ma crainte. Ah, j'ai oublié de vous parler dans les graphiques, je les avais mis là-bas au bout. D'ailleurs, en retrouvant ces graphiques, je me suis dit, mais en fait, c'est ceux-là que j'aurais dû mettre dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, je peux encore changer, puisque Guimauve, il fait une référence avec Cad, je suis content d'être tombée de cet arbre, quelque chose comme ça. Il s'agit de Lightfall. Donc là, c'est de Tim Probert aux éditions Gallimard. C'est une BD, j'avais vu le tome 3 en librairie. Je me dis, tiens, ça a l'air chouette. C'est pareil, encore une fois, j'aimais bien le dessin. Comme ça, j'aime beaucoup. Ça me tentait énormément. Et puis Lucie a lu, on a beaucoup parlé sur sa chaîne en disant que c'était vraiment un graphique super bien fait, qui peut être lu aussi par des enfants, qui est très intelligent, qui est génialissime. Donc le tome 1, la dernière flamme. Le tome, je vais y arriver, 2, l'ombre de l'oiseau. Et le tome 3, le temps des ténèbres. Et en fait, on va suivre une petite... Alors, dans un monde de fantasy, on va suivre une petite fille qui vit avec son grand-père, et son grand-père, du jour au lendemain, disparaît. Et elle va décider de partir à sa recherche. Gros problème, c'est que cette petite fille a gros problèmes d'anxiété. Donc, évidemment, elle va devoir passer au-dessus de cette anxiété pour essayer de retrouver son grand-père, quitter son confort pour voilà, partir à l'aventure. J'imagine que ça ne doit pas être évident. Étant moi-même quelqu'un de très anxieux, j'imagine à quel point ça doit être dur. Du coup, ça me parlait pas mal aussi au niveau des thèmes abordés. Et voilà, je serais très contente de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fini pour les graphiques. Ensuite, j'ai mis quelques livres jeunesse. Alors celui-ci, je vous avais déjà présenté le tome 1, que je n'ai toujours pas lu. Mais du coup, j'ai rajouté, on ne sait jamais, le tome 2 dans ma pile de livres de l'automne. C'est le tome 2 des jumeaux Croche-Mort. Donc là, c'est Possession de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse.
J'adore leur couverture. Le premier était déjà exceptionnel, mais alors là, j'adore. On va suivre ce petit garçon et cette petite fille qui vont se retrouver orphelins et qui vont aller, qui sont jumeaux, et qui vont aller vivre chez leurs grands-parents, je crois, je sais plus trop. Enfin bref, dans une partie de leur famille qu'ils ne connaissent pas, qui vit dans un château, encore une fois, dans un château assez étrange. Et ils vont vite se rendre compte que oui, il se passe des choses un peu et bizarres dans ce château. Voilà, donc j'aimerais beaucoup découvrir cette histoire. Ça me tentait rien que la couverture, ça donne trop envie, quoi. Ça a l'air trop génial. Celui-ci, je l'ai depuis un petit moment dans ma palle aussi. C'est La longue nuit de David Moité aux éditions Didier Jeunesse. Où là, on va suivre Mira. Pareil, on est dans un monde fantastique. Qui veut devenir la première femme enquêtrice du royaume, mais elle va devoir passer un rite dans cette mystérieuse forêt. Vous retrouverez encore une fois mon amour des forêts mystérieuses. Elle va devoir passer l'épreuve de la longue nuit, un rite qui permet à chacun de gagner sa place dans la société. Et l'enjeu est de survivre une nuit entière dans la forêt interdite et de trouver une fleur de lune. Donc je suppose que ça ne va pas se passer exactement comme elle le souhaite et que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu. Je veux dire, depuis le temps qu'il est dans ma palle, il a pris un peu la poussière, le livre. J'adore la couverture, je la trouve vraiment super belle. Et le dernier jeunesse, oui c'est le dernier, ouais, c'est le dernier. C'est Lou, je vais vous enlever le bandeau, ce sera plus simple. Lou et le pouvoir de la lune. Je l'ai pris parce que tout simplement, on parlait de la lune, on rentre dans une période un peu witchy, tout ça avec Halloween. Donc c'était le moment de mettre ce livre dedans. Et il y a un loup aussi, vous voyez sur l'arrière de la couverture, il y a un très beau loup. Donc c'est de chez Michel Lafon, c'est de Laetitia Lajoigny. Alors Laetitia Lajoigny, je crois que j'ai lu d'elle Le Serment des Traqueurs, je crois. Mais j'hésite entre Le Monde des Premiers et Le Serment des Traqueurs. Le Serment des Traqueurs, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. C'est un plus adulte. Là, on est plus dans de la jeunesse, puisqu'on va suivre cette petite fille, Lou, qui s'est opposée une fois de trop à son père, et qui la laisse pour morte. Et elle est sauvée par une louve sauvage. Donc, elle s'exile loin des siens, les tout-puissants lunaires. Elle découvre au fur et à mesure ses pouvoirs insoupçonnés, la force de la colère. Elle fera aussi la rencontre du jeune Azad. Ensemble sauront-ils renverser l'ordre établi. Donc ça a l'air sympa. Donc c'est plus young adulte, mais ça me tentait vraiment, vraiment beaucoup, cette histoire de jeune fille qui se rebelle. Elle doit être maltraitée, je pense, par son père, hein, d'après ce que je comprends sur la quatrième de couverture. Donc c'est... Du coup, ça me tentait pas mal. Ensuite, je suis partie, alors, un peu plus vers de l'adulte. Comment faire un automne, un Halloween, tout ce que vous voulez, sans parler des contes interdits qui continuent à sortir. Voilà, je ne sais même pas où ils vont chercher les contes maintenant parce qu'ils arrivent toujours à en sortir de nouveaux. Vous savez, c'est cette collection qui, à la base, était éditée par Ada, je crois, qui est une maison d'édition québécoise. Il y avait eu, ils reprennent les contes pour les mettre à la sauce contemporaine. Et c'est de l'horreur, interdit au moins de 18 ans pour public averti. Il y avait eu tout un scandale puisque Hansel et Gretel avait été adapté et une institut au Québec avait porté plainte pour pédocriminalité. En fait, l'auteur et l'éditeur s'étaient même retrouvés en garde à vue. Pour finir, ils ont été déclarés innocents. Voilà. Et tout ce que ça donnait, c'est que moi, ce livre-là, franchement, Hansel et Gretel, je voulais pas le lire parce que quand ça touche aux enfants, j'ai un peu plus de mal. Bah, du coup, maintenant, j'ai envie de le lire parce que je me dis, bah, qu'est-ce que ça raconte en fait pour qu'il y ait autant de bruit autour de ce livre. Et du coup, à la base, ces petits contes, ils étaient vendus 10 € et celui-ci, Hansel et Gretel, était monté à quasiment 20 €. Voilà, vous voyez un petit peu. Maintenant, ça a été repris par les éditions Contredire. Alors, je pense qu'au Québec, c'est toujours édité par Ada et là, c'est les éditions Contredire. Donc, ils continuent à nous en sortir régulièrement. Maintenant, il faut aussi des livres qui se passent dans l'univers des contes interdits. Bon, je me suis dit, moi, je me cantonne aux contes interdits. Ce sera déjà pas mal. Parce que je pense que je les ai quasiment tous. Il faudrait que je sorte la liste et que je coche voir tout ce que j'ai. Et le tout dernier, je l'ai pas, c'est le Lac des Cygnes. Vous voyez, là, on part dans des trucs. Aussi, le Lac des Cygnes, c'est un conte à la base. C'est vrai que c'est pas que l'eau, c'est pas qu'un opéra. Mais voilà, on part vraiment dans. Ils arrivent encore à trouver des choses. Je suis épatée. Il y en a que je connaissais un petit peu moins, notamment le
Bonhomme 7 heures de Yvan Godbout, je sais pas, Godbout, je sais pas comment on dit son nom, ce sont des Québécois, hein, les auteurs. D'ailleurs, on retrouve toujours un peu les mêmes auteurs, donc c'est aux éditions Contredire. Donc, vous voyez, c'est bien marqué pour un public averti. Sur les éditions Ada, c'était même noté interdit aux moins de 18 ans. C'était même encore plus marqué que ça. Sur les premiers que j'ai, c'est encore plus visible que ça. J'aime beaucoup la couverture. Et là, vous avez la liste. Ah, il n'y a pas tout, hein. Je ne sais pas si les autres sont de l'autre côté. Et là, voilà, il y a ça, ils sont là. Donc, il y en a quand même beaucoup. C'est énorme. Et j'en ai lu que 2. Voilà. Et le bon... Ah, c'est super, j'ai un petit marque-page, j'avais pas vu. Avec une partie des... C'est super. Vous voyez, c'est des livres assez courts. Alors maintenant, ils sont beaucoup plus chers. Ah si, c'est marqué moins de 18, là. Là. Et ils sont vendus 14,90 €. À la base, ils coûtaient 10 € quand même. Et ils sont pas tellement plus gros. Il y en avait déjà des plus fins, des plus gros. Ça, c'est parmi les plus gros. Alors, le bonhomme 7 heures, ça me disait quelque chose, mais j'avoue que je n'arrivais pas à le remettre. Alors, c'est un personnage populaire au Canada, à la star du père Fouettard en Europe. C'est un être légendaire créé pour assagir les enfants en leur faisant peur. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce qu'évidemment, c'est remis à la sauce contes interdits. Pareil, celui-ci, le nom me disait quelque chose, mais j'aurais été incapable de le resituer. C'est Krampus. Là, c'est de David de Bédard. Je ne sais pas si vous voyez bien la couverture, on voit ce personnage. Et là, apparemment, c'est un personnage qui apparaît dans plusieurs légendes germaniques datant du XIe siècle. C'est une créature maléfique qui punit les vilains enfants encore. Voilà, donc c'est super. Il nous donne, l'auteur, sa version contemporaine et terrifiante du Krampusnacht. Krampusnacht, c'est la nuit de Krampus. Alors, je ne sais pas à quelle époque ça se situe en Allemagne, cette histoire. Je ne sais pas trop. Bon, à voir. Vous avez, c'est vrai que là, c'est marqué, il a écrit Aladdin. Vous avez Aladdin, par exemple. Vous avez vraiment des choses assez différentes. Mais j'aime beaucoup j'aime décidément beaucoup leur couverture. Je ne sais pas si j'ai un petit marque-page dans celui-là. Non, j'ai pas. J'ai pas. Il y a même la bête du Gévaudan. Voilà, bon, c'est pas vraiment un conte, tout ça, c'est des légendes. Bon, bon celui-ci est-il nécessaire de le présenter? La légende de Sleepy Hollow. Bon, tout le monde connaît l'histoire je pense, l'histoire du cavalier sans tête, hein, de cet homme qui revient se venger parce qu'il... Je ne sais même plus. Pourtant, j'ai vu le film de Tim Burton, je ne sais combien de fois, j'avais adoré. Je ne sais plus pourquoi il revient se venger. Il a eu la tête tranchée et il réapparaît. Et il vient se venger, je sais plus. Il y a d'ailleurs Hachette Heroes qui vient de sortir une version aussi. Alors, je pense qu'il va être beaucoup plus soft. Où on va suivre les descendants, enfin les descendantes des femmes qui ont eu un lien avec ce cavalier masqué. Alors, c'est peut-être noté ça. Oui, c'est de Washington Irving à la base, la légende de Sleepy Hollow. Dans la légende originale, non, pardon, dans la nouvelle originale, la légende de Sleepy Hollow, Washington Irving a réservé au personnage d'Ichabod Crane un destin fort sinistre. Préparez-vous à en découvrir un bien pire encore. Ah oui, parce que Ichabod Crane, c'est le personnage joué par Johnny Depp dans le film de Tim Burton. C'est le héros normalement. Donc je ne sais pas quelle est la vraie histoire du coup. Je sais pas quelle est la vraie histoire de Sleepy Hollow. Ah bah, celui-ci, j'ai un marque-page. J'en ai un sur deux. Je ne connais pas. Il faudrait que je lise parce que le livre n'est pas très cher. Le roman, il est en poche de Sleepy Hollow, la légende de Sleepy Hollow. Ce serait peut-être bien que je lise avant la légende de Sleepy Hollow avant d'attaquer ça et voir un peu effectivement quelle est l'histoire originale. Savoir si c'est Irving qui l'a complètement inventé ou si ça vient d'une légende américaine. Je ne sais pas trop. Et puis après, lire ce conte interdit. Et le tout dernier, ils ont quand même réussi à faire un conte interdit là-dessus. Mon cœur va se briser, c'est Bambi. Déjà, vous voyez, c'est pas le Bambi de Disney. Hein. Moi, Bambi, c'est le premier film. Il repassait au cinéma, en fait. Et mon oncle m'a emmené voir Bambi. J'étais gamine, hein. J'étais toute petite. Je devais avoir moins de 8-7 ans, puisque ma sœur n'était pas encore née. J'ai été traumatisée. Quand je sais pas si vous avez vu Bambi, j'ai peur de vous spoiler Bambi, mais enfin bon, c'est scènes très triste dans Bambi dès le début. C'est horrible, c'est très bucolique, c'est tout mignon. Hein. Moi, je pensais que Bambi c'était une fille, hein, donc c'était un gars. À la fin, j'étais un petit peu perdue d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas ah bon, c'était un gars en fait, Bambi, ok. Voilà, on est avec Pampan Lapin et tout, c'est tout mignon, et puis je pouf, il y a ce gros drame qui arrive là, et ah mais j'ai pleuré, ça m'a marqué. C'était le premier dessin animé que j'allais voir, enfin premier film que j'allais voir au ciné, ça m'a marqué. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de Bambi. Je pense que maintenant j'ai pu pleurer quand même. Là, c'est de Maude Royer. La couverture, encore une fois, est superbe. J'adore. J'adore.
Et on commence avec une femme qui est abattue d'une balle en pleine tête. Et son garçon, Liam, est justement obsédé par ce meurtre. Il veut savoir ce qui est arrivé à sa mère. Bon, bah voilà, effectivement, le rapport avec Bambi, il est vite fait. Pour finir, il n'y en a plus que 3, ça commence à être bon. Je vais vous enlever encore une fois l'encart, ce sera plus simple. Je n'ai toujours pas lu Malcolm McDowell, peut-être que je vais lire là, celui-ci. J'ai pris Cathy. Voilà. Toujours c'est aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture qui est magnifique. J'aime bien plus en petit format comme ça, semi-poche. Apparemment, le personnage de Cathy est assez effroyable. On suit Philomena qui vit assez pauvrement avec sa mère, je crois. Enfin bref, qui vit assez pauvrement. Et son grand-père, elle a été chassée de... elle et sa mère, je crois, ont été chassés de leur famille qui était très riche. Et puis elle reçoit un courrier de son grand-père lui disant « Faut que tu viennes m'aider, je suis sous l'emprise de personnes maléfiques. » Et notamment de Cathy, qui est, je crois, la belle-fille de ce grand-père. Je sais plus trop, enfin bon. Elle est rentrée dans cette famille et apparemment c'est une personne effroyable. Mais là j'ai encore entendu des retours sur ce livre. Et apparemment, Cathy, vraiment quelqu'un d'effroyable. C'est un personnage féminin qui fout les boules. On ne pense pas qu'on soit dans du fantastique, hein, mais c'est, voilà, ça doit être assez puissant quand même. Je me suis dit, il a tout à fait sa place ici. D'ailleurs, je pense un peu toutes les œuvres de Michael McDowell auraient leur place dans des lectures d'automne. J'ai pris aussi... Celui-ci, il vient de sortir en poche s'il vous intéresse, donc voilà, c'est le moment d'en profiter. Papillon de nuit, alors c'est de Jane Hennigan, c'est aux éditions Nouveau Millénaire. Alors Nouveau Millénaire, c'est Hachette, je sais jamais. C'est leurs éditions romans plus fantastiques. Est-ce que ça va être noté? C'est une marque des éditions J'ai lu, donc je suppose que c'est sorti en poche chez J'ai lu maintenant. Donc ça doit être la collection grand format et fantastique de chez J'ai lu. Là on se retrouve, alors c'est pareil, je pense, dans un roman d'anticipation, dystopique ou d'uchronie, où partout sur la Terre, les hommes meurent dans leur sommeil ou se transforment en tueurs sanguinaires. Donc ça change complètement l'humanité. Et bien des années plus tard, rares sont ceux qui se rappellent la vie d'avant. Marie, elle, n'a pas oublié. Hantée par les souvenirs de sa famille, de la joie qu'elle a jadis connue, elle n'a d'autre choix que de se conformer à son rôle d'aidante au sein d'un institut pour hommes. Lorsque l'occasion se présente, elle doit toutefois prendre une décision difficile. Va-t-elle s'accrocher aux seuls vestiges du passé qui lui reste ou tout risquer au nom de l'égalité? Je ne sais pas trop vers quoi on va. J'avoue que je me suis demandé, la photo est superbe avec ce papillon, là, ce papillon de nuit, je pense, sur le visage de cette jeune fille. Je ne sais pas si on... je me demandais si c'était pas un thriller à la base. Bon, je pense qu'il y a pas mal de suspense, mais on est clairement dans du fantastique puisque les hommes deviennent fous ou meurent. Donc je pense qu'on va avoir une population masculine qui va pas mal baisser. C'est un truc assez récurrent en ce moment-là. La population masculine, soit qui diminue, soit c'est les femmes qui prennent le pouvoir. C'est un trope qui revient souvent. Et celui-ci, je l'ai mis. Je vous avoue que je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire, mais je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais le mettre. Hein. En plus, j'ai adoré le tome 1, mais c'est vrai que le tome 1 faisait déjà 984 pages. Un peu moins, je sais plus. Voilà, il atteint presque les 1000 pages. C'est l'Empire des damnés. C'est la suite de l'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Qui est, voilà, et la bricasse que c'est. Après, ça se lit très bien, c'est hyper prenant, c'est génial, quoi. En plus, vous avez une carte, vous avez des illustrations en noir et blanc aussi à l'intérieur. Alors, je suppose que la version reliée collector est encore plus belle. On suit, alors c'est pareil, on est dans un monde fantastique où les vampires existent. Alors, jusqu'ici, bon, les humains savaient qu'ils devaient faire attention et pas se balader la nuit. Mais le problème, c'est que leur planète a subi leur monde a subi une grosse modification. Il n'y a quasiment plus de soleil, il est caché par une espèce de nuée grise, par des nuages gris. On ne le voit plus, ce qui fait que les vampires peuvent sortir aussi bien le jour que la nuit. Et évidemment, ça entraîne une baisse drastique de la population humaine. Et le premier tome commence avec Gabriel de Léon, qui est ce qu'on appelle un saint d'argent, donc il lutte contre les vampires. Et on sait que les vampires ont gagné. Il reste quasiment plus d'humains. Alors, il faut quand même qu'ils gardent quelques humains pour pouvoir se nourrir, mais il y a quasiment plus d'humains sur Terre. Voilà, les vampires ont gagné, ce sont eux les maîtres du monde. Et Gabriel de Léon lui-même, apparemment, serait le dernier saint d'argent et il a été capturé par les vampires. Et un vampire vient le voir pour qu'il raconte son histoire. Donc, on a des flashbacks, alors différents flashbacks parce qu'on voit
l'enfance de Gabrielle de León, qui n'a pas été facile. On voit son adolescence, son incorporation dans cette société des Saints d'Argent qui va lutter contre les vampires, toute la formation qu'il va connaître, subir même parce que c'est très très dur. On va comprendre aussi quelle est la spécificité de ces Saints d'Argent. On va avoir aussi des histoires d'amitié, des histoires d'amour. En même temps, il y a des passages qui se passent... alors, c'est toujours dans le passé de Gabrielle de León, mais ça se rapproche un petit peu plus du moment où il raconte son histoire et il s'engage dans une chevauchée, dans une aventure où il y aurait peut-être un espoir pour l'humanité. Alors oui, puis d'un seul coup, il dit, mais de toute façon, j'ai fichu cet espoir en l'air. Hein, voilà, donc on est dans de la dark fantasy, hein, donc c'est un peu abandonner tout espoir. Hein, voilà. On se dit, ah, il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Ah, bah non. Et puis on se doute, voilà, par rapport au souvenir de Gabrielle de León qu'il a vécu un drame personnel très important. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a plusieurs flashbacks comme ça sur différents moments de sa vie et ça rend du coup le récit hyper prenant, hyper addictif. Voilà, on ne voit pas passer ces pages. Alors c'est vrai qu'il faut compter, même si vous êtes un bon lecteur, il faut compter quasiment une semaine pour le lire, hein, sauf si vous avez du temps peut-être pour lire dans la journée, tout ça. Mais bon, ça demande un petit peu de temps, mais c'est vraiment super. J'ai vraiment adoré. C'est bien fait, c'est très sombre. Hein, voilà, je vous dis, je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est assez sombre. La couverture est vraiment très belle en plus. C'est génial. Et puis bon, ça représente bien. Alors, on a Gabrielle de León et là, un autre personnage un petit peu plus mystérieux. Et voilà, et ça se terminait. Je me suis dit, bah c'est bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je crois que ce sera une trilogie. Hein, donc... c'est pas noté. Je pense que livre 2, je pense que ce sera une trilogie, donc on n'aura pas encore la fin. Bon, je l'ai mis, je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps de le lire? C'est pas sûr, mais on verra bien. Voilà, j'en ai terminé ici pour ma palle de l'automne. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous préparez une petite palle comme ça de livres que vous allez lire pour la saison. J'avoue que c'est souvent l'automne et l'hiver, j'aime bien préparer des pales spéciales moi. Surtout avec le côté, voilà, avec l'automne, avec le côté un peu witchy, spooky, scary, tout ce que vous voulez avec Halloween qui arrive, le Pumpkin Autumn Challenge. J'adore préparer une petite palle pour ce moment-là et ressortir pas mal de livres voilà, qui sont plus dans du fantastique. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous faites une palle ou sinon vous lisez les livres, quel livre vous avez prévu de lire. Si vous connaissez certains des livres dont je vous ai parlé. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!